L'histoire officielle du monde moderne est souvent racontée comme une succession d'événements visibles, de traités signés publiquement, de discours prononcés devant des foules et de décisions annoncées au grand jour. Pourtant, cette version ne représente qu'une partie de la réalité, car derrière les frontières redessinées, les guerres déclarées et les alliances affichées, existe un autre niveau de décision, beaucoup plus discret, où le pouvoir ne s'exerce pas devant les caméras mais dans des salles fermées, loin du regard des citoyens, là où les choix les plus déterminants ne sont pas soumis au débat public mais négociés dans le silence, souvent par un nombre extrêmement réduit d'acteurs, convaincus que certaines vérités seraient trop dangereuses pour être partagées. Depuis le début du XXe siècle, et plus particulièrement à partir des grandes crises mondiales, cette culture du secret s'est institutionnalisée, transformant la prise de décision politique et stratégique en un processus opaque, justifié par la sécurité nationale, la stabilité internationale ou l'urgence historique, mais qui a progressivement créé une distance profonde entre ce qui est officiellement raconté et ce qui a réellement été décidé. Dans ces contextes de crise, les gouvernements ont appris que l'opinion publique pouvait devenir un facteur de fragilité, capable de ralentir, de contester, ou même de bloquer certaines décisions jugées nécessaires. Et c'est ainsi qu'est née l'idée que le pouvoir devait parfois agir sans consentement explicite, en avançant dans l'ombre pour préserver ce qu'il considérait comme l'intérêt supérieur. Ces décisions secrètes ne prenaient pas toujours la forme de complots spectaculaires, mais bien plus souvent celle de compromis silencieux, d'accords informels, de réunions non consignées et de documents volontairement vagues, laissant suffisamment peu de traces pour éviter toute remise en question ultérieure. Ce mode de fonctionnement s'est particulièrement renforcé lors des périodes de guerre, lorsque la rapidité d'action était présentée comme incompatible avec la transparence, et lorsque le secret devenait une arme stratégique à part entière, parfois plus puissante que les armes conventionnelles. Mais ce qui distingue véritablement ces décisions prises dans l'ombre, ce n'est pas seulement leur caractère secret, c'est le fait que leurs conséquences se sont étendues bien au-delà des situations d'urgence qui les avaient justifiées, influençant durablement les équilibres politiques, économiques et sociaux du monde d'après-crise. Car une fois la paix officiellement rétablie, ces décisions n'ont pas été annulées ni réexaminées publiquement, elles ont au contraire été intégrées silencieusement dans les structures du pouvoir, normalisant un état d'exception devenu permanent. Les frontières tracées sans consultation des populations concernées, les gouvernements soutenus ou affaiblis en coulisses, les institutions internationales construites sur des compromis non avoués, tout cela trouve souvent son origine dans des choix faits à huis clos, à des moments où la priorité n'était pas la justice ou la transparence, mais la gestion du chaos et la préservation de rapports de force favorables. Avec le temps, ces décisions secrètes ont été enveloppées d'un récit officiel soigneusement élaboré, destiné à donner l'illusion d'un processus rationnel, démocratique et inévitable, effaçant les hésitations, les contradictions et les intérêts particuliers qui avaient pourtant guidé les choix initiaux. Les archives, lorsqu'elles existent encore, témoignent parfois de cette dissonance, révélant des écarts entre les déclarations publiques et les discussions privées, entre les principes affichés et les motivations réelles, mais l'accès à ces documents reste souvent limité, fragmenté ou conditionné, empêchant une compréhension globale des mécanismes de décision. Cette opacité n'est pas le fruit du hasard. Elle répond à une logique précise. Reconnaître publiquement que des décisions majeures ont été prises sans débat, sans mandat clair ou en contradiction avec des valeurs proclamées, risquerait d'éroder la légitimité des institutions actuelles, car cela remettrait en question l'idée même d'un pouvoir exercé au nom du peuple. Ainsi, le silence devient un outil de gouvernance, un moyen de préserver la continuité politique, en évitant de rouvrir des dossiers potentiellement déstabilisants. Pourtant, ce silence n'efface pas les conséquences de ces choix, il les rend simplement plus difficiles à relier à leur cause, créant un monde où les effets sont visibles, mais où les décisions qui les ont engendrés restent obscures. Les conflits persistants, les tensions géopolitiques durables, les inégalités structurelles entre régions du monde ne sont pas uniquement le résultat d'événements récents, mais souvent l'héritage direct de décisions prises dans l'ombre des grandes crises du passé, lorsque l'urgence servait de justification à des choix irréversibles. Ce constat soulève une question fondamentale. Jusqu'à quel point un monde peut-il être gouverné par des décisions invisibles, sans perdre le lien de confiance entre les dirigeants et les sociétés qu'ils prétendent représenter? Car si le secret peut parfois protéger, il peut aussi priver les citoyens de leur capacité à comprendre, à juger et à apprendre de l'histoire, transformant celle-ci en un récit figé, déconnecté des réalités complexes qui l'ont façonné. En explorant ces décisions prises dans l'ombre, il ne s'agit pas de chercher des coupables simplistes, ni de réduire l'histoire à une série de manipulations, mais de reconnaître que le pouvoir, dans les moments les plus critiques,
a souvent privilégié l'efficacité immédiate à la transparence durable, laissant derrière lui un héritage ambigu, à la fois stabilisateur et profondément problématique. Car tant que ces choix resteront partiellement cachés, le monde continuera d'évoluer sur des fondations dont la majorité ignore l'origine réelle. Et l'histoire moderne restera marquée par cette tension constante entre ce qui a été décidé en silence et ce qui a été raconté à voix haute, à mesure que les grandes décisions secrètes prenaient forme dans les cercles fermés du pouvoir. Une autre réalité s'imposait progressivement. Certaines vérités, si elles étaient révélées publiquement, risquaient de produire des effets incontrôlables non seulement sur l'opinion publique, mais aussi sur la stabilité même des États. Dans les périodes de crise profonde, notamment lors des guerres mondiales et des tensions géopolitiques majeures qui ont suivi, la vérité n'était plus perçue comme une valeur absolue, mais comme une variable stratégique, à gérer, à doser, voire à dissimuler lorsque ses conséquences potentielles étaient jugées trop dangereuses. Les dirigeants politiques, les chefs militaires et les hauts fonctionnaires se sont alors retrouvés confrontés à un dilemme fondamental. Fallait-il tout dire au nom de la transparence, au risque de provoquer la panique, la contestation ou l'effondrement de la confiance, ou fallait-il au contraire contrôler l'information pour préserver un ordre déjà fragile? Dans de nombreux cas, c'est la seconde option qui a prévalu, donnant naissance à une culture institutionnelle où le secret devenait une forme de protection, non pas tant pour les citoyens, mais pour les structures de pouvoir elles-mêmes. Cette logique a conduit à la mise en place de systèmes complexes de classification, de compartimentation de l'information et de communication sélective, où chaque vérité était évaluée non pas en fonction de sa véracité, mais de son impact potentiel. Certaines informations ont ainsi été jugées trop sensibles pour être partagées, car elles révélaient des erreurs stratégiques majeures, des décisions prises sous la pression ou des choix moralement discutables qui auraient pu affaiblir la légitimité des autorités en place permanente. D'autres vérités, tout aussi dérangeantes, concernaient des alliances conclues dans l'urgence avec des acteurs controversés, des concessions faites à des forces opposées ou des compromis acceptés pour éviter des catastrophes jugées encore plus graves. Dans ces contextes, la vérité devenait dangereuse non pas parce qu'elle était fausse, mais parce qu'elle risquait de remettre en cause le récit officiel nécessaire à la cohésion nationale et à la mobilisation collective. Progressivement, cette approche pragmatique de l'information s'est institutionnalisée, transformant la gestion de la vérité en un instrument de gouvernance à part entière. Les communiqués publics étaient soigneusement rédigés pour orienter la perception des événements. Les rapports internes étaient fragmentés afin d'éviter une vision d'ensemble trop claire. Et certaines données étaient volontairement exclues des archives accessibles, créant une mémoire officielle incomplète, mais politiquement acceptable. Cette stratégie reposait sur l'idée que la société n'était pas toujours prête à affronter des vérités complexes, contradictoires ou moralement inconfortables, et qu'une exposition brutale à ces réalités pourrait provoquer des réactions imprévisibles, allant de la perte de confiance massive à des mouvements de contestation incontrôlables. Pourtant, cette justification soulève une question essentielle. Qui décide à quel moment la vérité devient trop dangereuse, et selon quels critères? Car en confiant à une minorité le pouvoir de définir ce qui peut être su ou non, on crée un déséquilibre fondamental entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés. Ce déséquilibre s'est accentué dans l'après-guerre, lorsque la reconstruction et la réorganisation du monde ont nécessité des choix rapides et parfois controversés, souvent présentés comme inévitables, alors qu'ils reposaient sur des décisions prises sans consultation réelle des populations concernées. Dans ce contexte, certaines vérités liées aux conséquences humaines, économiques et sociales de ces choix ont été atténuées, réinterprétées ou tout simplement passées sous silence, afin de préserver l'idée d'un progrès linéaire et d'une paix durable. Mais ce contrôle de la vérité n'était pas sans coût, car à long terme, il a contribué à créer une fracture entre l'histoire vécue par les individus et l'histoire racontée officiellement. Les témoignages divergents, les expériences locales et les récits alternatifs ont souvent été marginalisés, car ils ne correspondaient pas au cadre narratif dominant, renforçant le sentiment que certaines réalités étaient volontairement ignorées. Cette dissonance a alimenté une méfiance croissante envers les institutions, en particulier lorsque des documents partiellement déclassifiés ou des révélations tardives venaient confirmer que certaines informations avaient été dissimulées pendant des décennies. À chaque révélation, la même question revenait. Si ces vérités ont pu être cachées si longtemps, que reste-t-il encore dans l'ombre? Cette interrogation persistante montre que le secret, loin de disparaître avec le temps, continue d'exercer une influence durable sur la perception du passé et sur la relation entre les citoyens et le pouvoir. Car une vérité considérée comme trop dangereuse à un moment donné ne perd pas nécessairement son potentiel déstabilisateur avec les années, surtout lorsqu'elle remet en cause des récits fondateurs.
des identités nationales ou des équilibres politiques encore, active space. Ainsi, la décision de cacher certaines informations ne se limite pas à un acte ponctuel, elle engage une dynamique de long terme, où chaque génération hérite non seulement des conséquences des choix passés, mais aussi des silences qui les entourent. En fin de compte, la question n'est pas seulement de savoir quelles vérités ont été jugées trop dangereuses pour être révélées, mais de comprendre comment cette logique du secret a façonné notre manière de penser l'histoire, la responsabilité et le pouvoir. Car tant que la vérité sera perçue comme une menace, plutôt que comme une base de compréhension collective, le passé continuera d'exister sous une forme fragmentée, laissant aux sociétés modernes le poids d'un héritage dont elles ne connaissent qu'une partie. Lorsque les vérités jugées trop dangereuses furent mises à distance, et que les décisions prises dans l'ombre commencèrent à façonner durablement l'ordre mondial, un autre mécanisme, plus discret encore, entra en jeu, celui des compromis silencieux. Ces compromis ne furent pas annoncés, rarement écrits noir sur blanc, et presque jamais expliqués aux populations, car ils représentaient des choix faits non pas entre le bien et le mal, mais entre différentes formes de risques, dans un contexte où chaque option semblait comporter des conséquences potentiellement catastrophiques ou non. Dans les périodes de guerre et d'instabilité extrême, les dirigeants se retrouvèrent confrontés à des dilemmes insolubles, où maintenir une position morale claire pouvait signifier prolonger un conflit, aggraver des souffrances humaines ou provoquer un effondrement politique, tandis qu'accepter certains compromis permettait d'assurer une transition plus rapide vers une forme de stabilité. Au prix d'un silence volontaire sur les concessions accordées, ces compromis prirent des formes multiples. Accords tacites entre ennemis officiels, tolérance implicite envers certaines actions controversées, intégration discrète d'acteurs autrefois considérés comme inacceptables, ou encore abandon de poursuites et de responsabilités jugées trop déstabilisantes pour l'ordre naissant. Officiellement, ces choix furent souvent présentés comme des nécessités pragmatiques, mais dans les faits, ils reposaient sur une logique simple: préserver l'équilibre général, même si cela impliquait de renoncer à une transparence totale ou à une justice complète. Ce type de compromis ne s'imposait pas par cynisme pur, mais par une vision du pouvoir selon laquelle certaines vérités, une fois révélées, risqueraient de fragiliser des sociétés déjà épuisées par la guerre et la destruction. Ainsi, dans l'après-crise, au moment où les populations aspiraient à la clarté, à la responsabilité et à une rupture nette avec le passé, de nombreux choix furent au contraire orientés vers la continuité, la discrétion et l'effacement partiel des zones les plus problématiques de l'histoire récente. Ces compromis silencieux permirent d'accélérer la reconstruction, de stabiliser des régions entières, et de mettre en place de nouvelles institutions internationales, mais ils créèrent également un héritage ambigu, où la paix apparente reposait sur des fondations fragiles, faites de non-dits et d'accords implicites. Avec le temps, ces arrangements devinrent difficiles à distinguer de la normalité politique, car ils furent intégrés dans des récits officiels qui insistaient sur la nécessité, l'urgence et l'inévitabilité des décisions prises, sans jamais en exposer pleinement les contreparties. Les archives accessibles laissent parfois entrevoir ces compromis à travers des formulations vagues, des références incomplètes ou des silences inexplicables, suggérant que certaines décisions furent prises en dehors des cadres formels habituels, dans des contextes où l'objectif principal n'était pas la vérité historique, mais la gestion du présent. Cette logique s'est particulièrement manifestée dans la manière dont certaines responsabilités ont été diluées et reportées, ou tout simplement ignorées, afin d'éviter de rouvrir des blessures jugées trop profondes. Dans ce processus, la mémoire collective a été progressivement façonnée pour privilégier une lecture simplifiée du passé, mettant en avant des lignes claires entre vainqueurs et vaincus, entre victimes et responsables, tout en laissant dans l'ombre les zones grises où les compromis avaient brouillé ces distinctions. Pourtant, ces zones grises ne disparaissent jamais complètement, car elles continuent d'influencer les relations internationales, les dynamiques de pouvoir et les tensions latentes entre États et sociétés. Les alliances construites sur des compromis non assumés portent en elles une fragilité structurelle, car elles reposent sur des équilibres qui peuvent être remis en cause dès lors que certaines vérités refont surface. C'est pourquoi, même des décennies plus tard, les tentatives de réévaluation historique se heurtent souvent à des résistances institutionnelles, car remettre en lumière ces compromis silencieux reviendrait à reconnaître que la stabilité actuelle n'est pas uniquement le résultat de principes clairs et de décisions transparentes, mais aussi le produit de renoncements, de calculs et de choix, faits dans l'urgence. Cette reconnaissance pourrait provoquer une remise en question profonde de la légitimité de certaines structures politiques et juridiques, en exposant les contradictions entre les valeurs affichées et les pratiques réelles. De plus, ces compromis ont souvent eu des conséquences directes sur des populations spécifiques, dont les expériences et les souffrances ont été marginalisées ou minimisées au nom d'un récit global plus cohérent. Le silence qui entoure ces choix,
a contribué à créer un sentiment d'injustice durable, alimentant des frustrations et des tensions qui se manifestent encore aujourd'hui sous différentes formes. En ce sens, les compromis silencieux ne sont pas seulement des décisions du passé. Ils constituent un héritage vivant, inscrit dans les structures du monde contemporain. Les comprendre ne signifie pas nécessairement les condamner de manière simpliste, mais reconnaître qu'ils ont façonné une réalité complexe, où la paix et la stabilité ont souvent été obtenues au prix d'une transparence incomplète. Tant que ces compromis resteront partiellement cachés ou mal compris, l'histoire continuera d'être perçue comme un récit tronqué, incapable de rendre compte pleinement des mécanismes réels du pouvoir. Explorer ces silences, c'est donc interroger la manière dont les sociétés acceptent, consciemment ou non, de construire leur avenir sur des fondations où certaines vérités ont été volontairement mises de côté, et se demander si une stabilité durable peut réellement exister sans une compréhension plus honnête et plus nuancée des choix qui l'ont rendue possible, à mesure que les compromis silencieux s'enracinaient dans les structures politiques et institutionnelles du monde d'après-guerre. Leurs conséquences, longtemps dissimulées ou minimisées, commencèrent progressivement à se manifester sous des formes diffuses mais persistantes. Car aucune décision prise dans l'ombre ne disparaît réellement. Elle se transforme, se propage, et finit par influencer des dynamiques bien au-delà de son contexte initial. Et ses effets secondaires, rarement anticipés dans toute leur ampleur, ont contribué à façonner un monde marqué par des contradictions profondes entre les valeurs proclamées et les pratiques réelles. Les conséquences cachées de ces choix se sont d'abord exprimées à travers une instabilité latente, une tension permanente dissimulée sous l'apparente normalisation des relations internationales. Car lorsque certaines vérités sont volontairement mises de côté, elles ne cessent pas d'exister, elles deviennent simplement plus difficiles à identifier, se logeant dans les interstices du pouvoir, de la mémoire collective et des récits officiels. Cette instabilité s'est traduite par une méfiance croissante entre États, mais aussi entre les institutions et les populations, car les sociétés, même sans accès direct aux archives ou aux décisions réelles, perçoivent intuitivement les incohérences, les silences et les zones d'ombre qui entourent certains épisodes historiques. Avec le temps, cette perception a nourri un sentiment diffus d'injustice, particulièrement chez les groupes et les nations qui ont eu le sentiment que leur souffrance avait été instrumentalisée, relativisée ou sacrifiée au nom d'un équilibre géopolitique, présenté comme supérieur. Les conséquences cachées se sont également matérialisées dans la manière dont certaines élites ont consolidé leur pouvoir, utilisant le secret comme un outil de gouvernance, non seulement pour protéger des informations sensibles, mais pour contrôler les récits, orienter les débats publics et limiter la portée des remises en question. Cette culture du secret, héritée des décisions prises dans l'urgence de l'après-guerre, a progressivement normalisé l'idée que certaines vérités ne devaient pas être partagées, même dans des systèmes se revendiquant démocratiques, créant ainsi un décalage profond entre l'idéal de transparence et la réalité du fonctionnement institutionnel. Dans ce contexte, les conséquences cachées ne se limitent pas au domaine politique, elles s'étendent également aux sphères sociales et culturelles, influençant la manière dont les générations successives apprennent, interprètent et transmettent l'histoire. Les manuels, les commémorations et les récits médiatiques ont souvent privilégié une version simplifiée du passé, laissant peu de place à la complexité, aux zones grises et aux dilemmes moraux qui ont pourtant façonné les décisions les plus déterminantes. Cependant les plus déterminantes. Cette simplification a contribué à créer une mémoire collective partielle, où certains événements sont largement connus tandis que d'autres restent flous, fragmentés ou volontairement absents, renforçant l'idée que l'histoire officielle est autant un outil de cohésion qu'un instrument de sélection. À long terme, cette mémoire incomplète a des effets concrets, car elle conditionne la manière dont les sociétés réagissent aux crises contemporaines, reproduisant parfois des schémas de pensée hérités du passé, fondés sur la peur du chaos, la priorité accordée à la stabilité et la justification de décisions exceptionnelles au nom d'un danger imminent. Les conséquences cachées se manifestent également dans les relations internationales actuelles, où certains conflits trouvent leurs racines dans des accords tacites et des décisions non assumées prises plusieurs décennies auparavant, créant des lignes de fracture durables que les discours diplomatiques peinent à masquer. Ces tensions, souvent perçues comme des problèmes contemporains isolés, sont en réalité les prolongements directs de choix historiques, dont les implications n'ont jamais été pleinement confrontées. En refusant d'aborder ouvertement ces héritages, les institutions internationales se retrouvent parfois piégées dans une logique de gestion permanente des crises, plutôt que dans une véritable résolution des causes profondes. Par ailleurs, les conséquences cachées affectent profondément la confiance des citoyens dans les récits officiels,
car l'accès croissant à l'information, même partielle, et la multiplication des recherches indépendantes mettent en évidence les incohérences et les omissions, alimentant un climat de suspicion, où chaque silence est interprété comme une dissimulation intentionnelle. Cette perte de confiance crée un terrain fertile pour les interprétations alternatives, parfois rigoureuses, parfois spéculatives, mais toujours révélatrices d'un besoin de compréhension plus large que ce que les récits institutionnels proposent. Ainsi, le secret, initialement conçu comme un outil de stabilisation, se transforme progressivement en facteur de fragilisation, car il empêche l'élaboration d'un rapport apaisé au passé. Les conséquences cachées se traduisent aussi par un héritage moral ambigu, où la notion de responsabilité est diluée dans des structures complexes, rendant difficile l'identification des acteurs réellement décisionnaires et la reconnaissance des torts causés. Cette dilution contribue à une forme d'amnésie organisée, où les responsabilités collectives sont évoquées sans jamais être précisément attribuées, empêchant toute véritable réconciliation avec le passé. Pourtant, malgré ces tentatives d'effacement, les conséquences cachées persistent, se manifestant à travers des débats récurrents sur la légitimité des institutions, la crédibilité des récits historiques et la nécessité d'une transparence accrue. Ces débats montrent que le passé n'est jamais totalement révolu, qu'il continue d'influencer le présent de manière subtile, mais déterminante. En ce sens, les conséquences cachées des décisions prises dans l'ombre constituent un rappel constant que la stabilité fondée sur le silence est intrinsèquement fragile, car elle repose sur une acceptation tacite de l'incomplétude, et que tant que ces héritages ne seront pas pleinement reconnus, les sociétés continueront d'évoluer dans un équilibre précaire, oscillant entre le besoin de vérité et la peur de ce qu'elle pourrait révéler, à l'issue de ce parcours à travers les décisions dissimulées, les compromis silencieux et les conséquences différées. Une évidence s'impose avec une force dérangeante, car la Seconde Guerre mondiale ne s'est jamais réellement achevée au moment de la signature des armistices ou des traités officiels, elle a simplement changé de forme, passant du champ de bataille visible à un terrain plus discret, celui des archives verrouillées, des accords tacites et des récits soigneusement contrôlés. Et cette transformation explique pourquoi, des décennies plus tard, son ombre continue de planer sur le monde contemporain. La vérité retenue ne se trouve pas uniquement dans ce qui a été détruit ou conquis, mais dans ce qui a été volontairement préservé dans le silence. Car admettre l'intégralité de certains choix reviendrait à reconnaître que la frontière entre nécessité stratégique et renoncement moral a parfois été franchie sans retour, et que l'ordre international né de l'après-guerre repose en partie sur des fondations fragiles, construites dans l'urgence et la peur d'un effondrement global. Cette rétention de la vérité n'est pas le fruit d'un complot unique ou d'une volonté isolée, mais le résultat d'un enchevêtrement complexe de décisions prises par des acteurs convaincus d'agir pour le bien supérieur, persuadés que certaines révélations auraient causé plus de chaos que de justice, et pourtant, ce choix du silence a engendré une autre forme de désordre, plus lente, plus diffuse, mais tout aussi profonde, car une histoire incomplète ne disparaît jamais, elle ressurgit sous forme de doutes, de fractures mémorielles et de conflits interprétatifs. En maintenant ces archives hors de portée, les institutions ont cherché à figer une version stabilisée du passé, mais cette tentative de contrôle s'est heurtée à une réalité incontournable. Les sociétés évoluent, les générations se succèdent, et la demande de vérité ne s'éteint pas avec le temps, elle s'intensifie, car chaque nouvelle crise internationale ravive les échos des décisions non assumées. Rappelant que les compromis d'hier conditionnent les dilemmes d'aujourd'hui, la vérité retenue agit ainsi comme une présence silencieuse, influençant les politiques, les alliances et les discours sans jamais être explicitement nommée, créant un paradoxe où la Seconde Guerre mondiale est à la fois l'événement le plus étudié et l'un des plus incomplets dans sa compréhension globale. Cette incomplétude alimente une tension permanente entre le besoin de stabilité et l'exigence de lucidité, car reconnaître certaines réalités impliquerait de reconsidérer des mythes fondateurs, de nuancer la distinction entre vainqueurs et vaincus, et d'accepter que l'histoire humaine est faite de choix imparfaits, souvent dictés par la peur, autant que par la raison. Pourtant, cette reconnaissance ne signifierait pas la négation des sacrifices ou des souffrances, mais au contraire, elle offrirait une lecture plus mature et plus honnête du passé, capable d'intégrer la complexité sans chercher à la dissimuler. Tant que la vérité restera partiellement retenue, le monde continuera d'avancer avec un héritage inachevé, où certaines questions demeurent sans réponse officielle, et où chaque tentative d'éclairage se heurte à des limites invisibles, mais fermement établies. Ces limites justifiées par la sécurité, la stabilité ou la préservation des équilibres internationaux, révèlent en réalité une crainte plus profonde, celle de perdre le contrôle du récit,
car admettre l'existence de zones d'ombre, c'est accepter que l'histoire ne soit pas un outil de légitimation absolue, mais un espace de réflexion critique. La vérité retenue n'est donc pas seulement une question d'archives, elle est un choix de société, un compromis entre le confort du silence et l'inconfort de la lucidité. Et ce choix continue de façonner notre rapport au passé et au présent. En refermant cette exploration, une question demeure, persistante et sans réponse définitive. Le monde est-il réellement prêt à affronter l'intégralité de ce que la Seconde Guerre mondiale a laissé derrière elle, non seulement en termes de ruines visibles, mais de décisions invisibles, de responsabilités partagées et de vérités fragmentées, ou préférera-t-il continuer à avancer sur des fondations partiellement voilées, acceptant que certaines pages de l'histoire restent fermées, non parce qu'elles sont perdues, mais parce que leur ouverture pourrait bouleverser bien plus que notre compréhension du passé, en nous obligeant à regarder en face la manière dont le pouvoir, la mémoire et le silence ont ensemble façonné le monde moderne.